On va passer à la suite. On sait que face au virus, certains pays, certains continents ont mieux résisté que d'autres. L'Afrique subsaharienne, par exemple, a été moins touchée qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Quel est et quel sera l'impact du Covid sur le système de santé de ces pays? Et c'est le thème de la session qui va suivre, le clivage nord-sud. Et pour présenter cette session, je cède la parole au professeur Michel Goldman et à ses deux oratrices. Michel. Merci beaucoup. Je pense qu'on réalise tous que pour sortir de cette pandémie planétaire, il faudra surmonter autant que possible aussi les inégalités nord-sud. Et pour aborder cette question essentielle, en fait, nous avons le plaisir d'accueillir Déby Sapir et Dominique Kerouédan. Déborah Sapir, Guha Sapir est la directrice du Center for Research on the Epidemiology of Disasters à l'Université catholique de Louvain. Ses recherches sur l'impact humain des catastrophes et des conflits sont menées dans le cadre de plusieurs programmes soutenus par l'OMS, les Nations Unies, la Commission européenne. Dominique Kerouédan est médecin, chercheuse, experte reconnue en santé internationale. C'est une des chevilles ouvrières de la Paris Schools of International Affairs à Sciences Po et elle a été titulaire de la chaire annuelle Savoir contre pauvreté au Collège de France en 2012. Et en fait, c'est à vous, Madame Kerouédan, que je voudrais m'adresser dans un premier temps. Effectivement, vu d'Europe, l'Afrique subsaharienne semble avoir été relativement épargnée par la pandémie. Et je voudrais avoir votre vision de quelqu'un qui est très présente sur le terrain, des contacts étroits avec des gens, en tout cas du terrain. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si c'est le cas, quelle est votre explication? Je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie, professeur Goldman. Donc, nous partons d'une observation d'un groupe de correspondants sur le terrain, effectivement, que nous avons constitué avec l'Académie de médecine et qui sont plutôt des témoignages que des recherches scientifiques. Alors, pourquoi est-ce que l'épidémie, on pouvait s'attendre à ce que l'épidémie soit beaucoup plus importante qu'elle ne s'est déroulée. Et en fait, les correspondants sur le terrain évoquent plusieurs facteurs protecteurs, dont évidemment la jeunesse de la population, qui a un âge médian entre 17 et 19 ans, contre 42 ans en Europe, et seulement 5,3% de la population africaine a plus de 60 ans. Donc ça, c'est un facteur qui a pu jouer. Une diffusion du virus qui dépend en partie du climat, de la chaleur, du degré d'humidité qui nécessiterait des études comparatives entre la zone sahélienne et de forêt notamment, mais aussi probablement entre l'Europe et le continent africain. La vie en plein air a été largement évoquée par nos correspondants africains, qui est un facteur probable de limitation de la transmission du virus. Par ailleurs, des réponses nationales ont été très réactives et très tôt face à la pandémie, alors parfois perçues comme excessives. Dès la notification des premiers cas, parfois même avant la notification des premiers cas, des mesures de confinement, de couvre-feu, de fermeture des frontières, de dépistage de tous les voyageurs à l'entrée dans le pays et de mise en quarantaine. Donc ça a probablement limité aussi la propagation de l'épidémie au niveau national. Et un système immunitaire préalablement stimulé et fortifié par des multiples agressions parasitaires microbiennes et des souches de coronavirus circulant en Afrique, y compris une éventuelle immunité croisée, ont été évoqués par nos collègues africains. Une probable immunité collective également plus élevée que partout ailleurs dans le monde, mais non encore évaluée et scientifiquement prouvée. Donc, j'insiste sur le fait que ce sont des hypothèses, il n'y a pas eu d'études sur ces points, mais donc ce sont des premières hypothèses qui peuvent expliquer le fait que la pandémie ne se soit pas
étendue à la mesure de ce qu'on attendait sur le continent. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Déborah Sapir. D'abord, je me demandais si vous aviez éventuellement des choses à ajouter à ce que nous venons d'entendre. Et ensuite, dans la foulée, si cette pandémie, effectivement, n'a pas été aussi dévastatrice que dans nos pays occidentaux, qu'en est-il des effets en fait collatéraux sur d'autres maladies, en particulier celles qui affectent la santé infantile et la santé maternelle? Merci beaucoup Michel pour m'avoir invité pour parler ici dans cette conférence. Je vais d'emblée demander que vous m'excusiez parce que le français n'est pas non seulement pas ma langue maternelle, mais même pas ma troisième langue. Donc mon expression est un peu limitée dans ce sens. C'est ce que je vais faire, c'est vous donner quelques statistiques globales pour situer cette clivage nord-sud. Et ici, ce n'est pas simplement Afrique, mais ça comprend aussi Asie, donc l'Asie et l'Afrique. Le clivage entre les deux régions du monde est assez important et extrêmement intriguant. Et pourquoi intriguant? Parce que, comme Dominique avait déjà mentionné, il y a plusieurs dimensions qui font une différence de transmission et surtout la mortalité entre ces deux régions qui est très importante et qui est pour le moment inexplicable. Donc, tout ce que nous disons comme facteur de risque communautaire ici dans l'Occident, en fait, on peut trouver le contraire ailleurs. Densité de population, par exemple, on dit la densité de population, c'est un lieu de transmission important, le bar et les discothèques, etc., sont des lieux importants. Mais on peut trouver le même genre de densité, par exemple, dans les trains de commuters, je ne sais pas comment on dit, les gens qui viennent dans des grandes villes, à Calcutta. Les navetteurs des billes. Navetteur. Donc, le navetteur, quand vous voyez la densité de population dans ces genres de trains, c'est aussi grand que le bar et les discothèques ici. C'est-à-dire, il y a des gens extrêmement entassés. Donc, population density, pas clair. Le masque, adherence à masque, j'ai pensé ça ce matin. Adhérence à la portée de masque. En réalité, dans les grands pays pauvres d'Asie et l'Afrique, l'adhérence dans les masques n'est pas fantastique, hein, pour des multiples raisons. Et je ne vais pas rentrer dedans, mais elle n'est pas fantastique, on le met. Par contre, moi je trouve, mais maintenant qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui pourrait peut-être m'éclairer, je trouve que l'adhérence au masque, par exemple en Belgique, n'est pas mal. Dans mon petite observation comme ça, je trouve les gens adhèrent, plus ou moins, oui, parce que les gens ont peur à masque, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une transmission et on voit une mortalité beaucoup plus élevée. On n'a pas contrôlé la situation ni à United Kingdom ni ici suite à des impositions des masques et le lockdown. Par contre, dans les pays du Sud, la situation scénario n'est pas aussi grave. Troisième chose que je voudrais dire, le vie dans plupart de ces pays, en réalité, le pays dans lequel nous travaillons, le Bangladesh, le Mozambique, l'Inde, la vie en Thaïlande, la vie a plus ou moins retourné au normal. Et on ne voit pas une explosion. Après ces trois commentaires, je voudrais arriver à la question de Michel sur les enfants. C'est vrai que la démographie des enfants, la proportion de population en dessous de 18 ou même 12 est énormément plus grand que la population ici. Donc, ça joue un rôle certainement. Mais ça n'explique pas, j'ai fait une parenthèse, ça n'explique pas quand même le cas du Japon
qui a une démographie très semblable en Europe, South Korea aussi, démographie très semblable qu'en Europe, mais qui a une situation très différente. Brièvement, pour les enfants, je trouve l'impact de la mesure de containment, contenance. Non, c'est pas bon. La mesure de contrôle pour le COVID-19 est une question à débattre pour les pays pauvres. Ça, c'est clair. La mesure de lockdown ou manque de mobilité fait quoi en réalité? Fait que le moment avec un petit enfant de 3 mois, 12 mois qui doit se déplacer pour aller faire vacciner son enfant, la plupart du temps, c'est plus déplacé. Pour des raisons multiples. D'abord, c'est difficile à déplacer, il n'y a pas de transport, il y a toute une série de choses. Donc, résultat des courses, c'est qu'il y a une énorme cohorte des enfants qui ne sont pas vaccinés contre les maladies préventibles par le vaccin. Énorme. Et je ne parle pas des chiffres, des petits chiffres. Hein. Je parle des plusieurs centaines de millions d'enfants. Pourquoi aussi, à part le lockdown, pourquoi aussi c'est l'annulation ou le postponement de la campagne, je ne sais pas, le postponement de campagne de vaccination pour les petits enfants, de rougeole, de diphtérie, de mumps et rubella, toutes ces campagnes en 26 pays, le plus pauvre, étaient arrêtées. Bien sûr, temporairement arrêtées. J'espère que ça va reprendre, mais temporairement arrêtées. Ça veut dire que nous avons maintenant à peu près 90 millions d'enfants qui vont accumuler en 2021 qui ne seront pas vaccinés. Ça, pour moi, Michel, pour ta question, ça pour moi est un des énormes problèmes, parce que ça c'est des maladies qui est une case fatality rate, une fatalité par cas très, très, très important. Donc pour moi, c'est un problème énorme. Merci. Donc, je voulais simplement remercier Déborah Guasapi et lui dire qu'effectivement, elle a très bien attiré l'attention là-dessus dans un article récent dans Science, et qu'on sait d'ores et déjà que la mortalité de la rougeole dans le monde, qui concerne en fait des centaines de milliers d'enfants aujourd'hui, risque fort d'augmenter encore. Dominique Kéroédan, un dernier commentaire? Oui, en fait, je voulais insister sur l'impact sanitaire, les conséquences de la COVID-19 sur les systèmes de santé, sur les autres patients, qui sont très graves parce que, donc, par une diminution temporaire ou une suppression temporaire, mais de combien de temps, comme vient de le dire Déby, non encore évalué du recours aux services préventifs et curatifs de santé pour les autres populations, campagne de vaccination, distribution de moustiquaires, approvisionnement en médicaments essentiels, toutes activités réduites ou suspendues pendant plusieurs mois. Du temps de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, une étude avait montré une réduction de 40% des admissions en hospitalisation d'enfants de moins de 5 ans pour le paludisme. Donc ça, c'est énorme. Et nous n'avons pas encore mesuré ceci dans le cadre de la COVID-19. Donc de ce fait, les conséquences de la pandémie africaine concernent probablement autant ou davantage l'absence de prise en charge des autres patients. Et nous n'avons pas encore parlé des pathologies chroniques, des patients avec des pathologies chroniques en particulier, puis aussi des femmes enceintes et des enfants, donc objet de moins d'attention et de ressources aux conséquences sanitaires lourdes. La Guinée-Bissau, par exemple, dans notre groupe du travail, qui concerne essentiellement les pays d'Afrique francophone, mais nous avons aussi
la présence de Magda Robalo, l'ancienne ministre de la Santé qui est dans notre groupe, et qui disait qu'ils avaient déprogrammé l'introduction de vaccins pentavalent, rougeole et hépatite B pour pouvoir répondre aux demandes de préparation à la vaccination Covid-19. Donc, les effets sur les patients non Covid-19 en termes curatifs et préventifs sont très importants et doivent retenir notre attention. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ce sont des informations importantes. Je vous remercie aussi de votre concision. Je pense que nous sommes à peu près à l'heure. Je voudrais simplement souligner que les questions qui ont été débattues au cours de ces 2 derniers dialogues vont être prolongées par un autre webinaire commun au Collège de France et au Collège Belgique, webinaire qui sera animé par Mathias de Watripon et Philippe Aguillon, et je pense que la date vous sera communiquée tout bientôt. Voilà, Vanessa, je te repasse la parole.